Voilà, dernière question de gestion de l'année avec cette nouvelle réforme du bac. L'année dernière, c'était la question 7, fidéliser ou conquérir, faut-il choisir? Cette année, eh bien, nous sommes dans la communication de l'offre, le thème 3. Et puis, eh bien, nous allons voir comment enrichir la relation client grâce au numérique en travaillant sur les stratégies de fidélisation. Alors, nous allons voir les facteurs de fidélisation, puis les stratégies, deux grands types de stratégies de fidélisation. Ensuite, nous verrons, eh bien, quand on a choisi une stratégie, quel programme, quelle mise en œuvre nous allons faire au niveau de cette fidélisation. On appelle ça un programme de fidélisation. Puis, nous ferons une évaluation, hein, comme toute démarche stratégique. On va mesurer cette fidélisation. On travaillera notamment sur l'indicateur la valeur à vie du client. Et enfin, nous travaillerons sur ce que nous appelons la gestion de la relation client, la GRC. Donc voilà, des facteurs, des types de stratégies, des programmes, des mesures et la gestion de la relation client. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un client est fidèle? Quels sont les facteurs de fidélisation? La fidélisation, c'est un attachement conscient ou non d'un consommateur vis-à-vis d'un produit, vis-à-vis d'une marque et vis-à-vis d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fidéliser? Fidéliser, cela se traduit par des achats répétés. Vous le savez, si vous êtes fidèle à une marque, vous allez répéter vos achats sur cette marque ou dans cette entreprise ou sur un produit particulier. Et vous faites ces achats répétés parce que finalement, vous avez une expérience de consommation réussie. Alors, un petit retour sur qu'est-ce qu'une expérience de consommation. C'est des choses qu'on a vues en tout début d'année, qu'on revoit ici. Une expérience de consommation, c'est la somme de trois types d'expériences. Une expérience d'anticipation avant l'achat, une expérience d'achat pendant l'achat, puis une expérience après l'achat, une expérience du souvenir. Et c'est la somme de toutes ces conséquences positives, ou ça aurait pu être une expérience de consommation qui n'est pas réussie, ce serait des conséquences négatives, retirées de la consommation. Alors ça va participer d'un certain nombre d'émotions, de sentiments que vous avez eus pendant ces trois grandes périodes d'achat. Alors il va y avoir un impact sur la valeur perçue et sur la satisfaction. Donc cette fidélisation va avoir un impact, c'est une expérience de consommation réussie. Eh bien, la valeur d'usage, la valeur hédonique et la valeur de signe sont plutôt positives. Alors la valeur d'usage, c'est l'utilité que je fais du produit ou du service. La valeur hédonique, c'est le bien que j'en retire, euh, le sentiment positif que j'en retire, le plaisir plutôt que j'en retire de consommer ce bien ou ce service. Et la valeur de signe, c'est quel signe je renvoie quand j'utilise ou je consomme ce bien ou ce service. Quel signe je renvoie aux autres, à la société, aux gens qui m'entourent. Et la satisfaction, eh bien, c'est cette valeur perçue, moins l'ensemble des coûts supportés par le client. J'ai une valeur d'usage hédonique et de signe qui a une certaine valeur. Eh bien, je retire de cette valeur les coûts. Bien sûr, le coût monétaire, c'est un coût que je dois payer. Puis parfois, il y a des coûts psychologiques, des coûts de transaction, c'est ce qu'on a vu aussi en début d'année. Eh bien, l'ensemble de ces coûts, si je les retire à la valeur perçue, j'obtiens la satisfaction. Et on avait vu que si la valeur globale perçue est supérieure au coût, eh bien, je suis satisfait. Si elle est inférieure au coût, eh bien, je ne suis pas satisfait. Donc, se fidéliser, c'est faire des achats répétés du fait d'une expérience de consommation réussie. Alors, pourquoi les clients sont-ils fidèles? Eh bien, si la satisfaction que nous venons de revoir est très importante, elle n'est pas suffisante. Les facteurs de fidélisation supplémentaires, je dirais bien sûr la satisfaction est importante, seront des facteurs de type rapport qualité-prix, les labels, les certifications, la qualité, la prise en compte de l'environnement dans le produit, dans le service, vont être un facteur de fidélisation pour les clients, plus le prix. Donc ce rapport qualité-prix est un des facteurs de fidélisation qui explique la fidélité. La notoriété et l'image. Quelle connaissance ont les clients de mon entreprise, de ma marque ou de mes produits? Cette notoriété et cette image renvoient à un certain nombre de valeurs de signes. Ils sont orientés vers de l'éthique, vers de la responsabilité sociale. Eh bien, cela, c'est aussi un facteur qui va fidéliser ou non les consommateurs. Enfin, et très important, tous les services associés.
Je suis fidèle parce qu'il y a un certain nombre de services associés à ce produit ou à ce service. Et un dernier facteur de fidélisation, l'attachement au point de vente. Je suis très attachée à un point de vente, c'est ce qui fait que je suis fidèle, que je fais mes achats, que mes achats sont répétés. Donc vous voyez, la satisfaction est tout à fait essentielle, mais elle n'est pas suffisante. On peut rajouter dans les contextes différents un certain nombre de facteurs, bien se rappeler le facteur rapport qualité-prix, notoriété image, services associés, attachement au point de vente. Alors quand on a pu repérer dans son organisation les facteurs de fidélisation, on va faire des enquêtes, hein, on va poser des questions aux consommateurs ou on va passer par des agences qui vont poser des questions pour nous. Et quand on va savoir quels sont les vrais facteurs de fidélisation sur mon produit, ma marque ou mon entreprise, eh bien on va choisir une stratégie de fidélisation. Alors l'objectif des stratégies de fidélisation, c'est de maintenir le chiffre d'affaires, c'est de maintenir une relation client de qualité, et de construire ce qu'on appelle une mercatique relationnelle, de la relation. On veut construire cette relation durablement entre l'entreprise, la marque, les produits et le client final. Et ça par opposition à ce qu'on apprenait l'année dernière quand on est dans une stratégie de conquête et qu'on souhaite avant tout vendre un produit au client sans rentrer dans une relation avec lui. Et donc cette stratégie a pour objectif de modifier favorablement et durablement, c'est bien la différence avec la stratégie de conquête, c'est le durablement, le comportement d'achat des consommateurs. Alors deux grands types de stratégies de fidélisation, une stratégie de fidélité induite et une stratégie de fidélité recherchée. Donc il faut bien apprendre ces deux grands types de stratégies de fidélité. Donc la stratégie de fidélité induite, c'est lorsque le client il est contraint de racheter un bien ou un service, soit par commodité, soit par obligation contractuelle. L'entreprise a la volonté de limiter la liberté du consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire limiter par obligation contractuelle? Eh bien, vous allez rentrer dans des offres d'abonnement. Par exemple, vous prenez un abonnement chez Engie ou chez EDF de 2 ans garantie, eh bien vous êtes tenu de rester chez ce fournisseur pendant 2 ans. Donc, vous avez plus accès à l'offre de la concurrence pendant la période pour laquelle vous avez souscrit votre contrat. Il peut y avoir aussi des coûts de changement dissuasifs. Je pense par exemple aux salles de sport pour lesquelles vous allez avoir un abonnement mensuel et en plus un droit d'entrée. On vous dit qu'il est payable qu'une seule fois, mais quand vous l'avez payé, psychologiquement, vous vous sentez attaché à ce lieu, en disant si je quitte ce lieu, je perds ce droit d'entrée pour devoir en repayer un ailleurs, et si je devais revenir, je repaierais ce droit d'entrée. Donc il y a des coûts de changement, si je voulais changer, qui sont dissuasifs. Dans les stratégies de fidélisation recherchée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on va chercher à satisfaire le consommateur, à le motiver. Il préfère, par des programmes de fidélité, faire des achats répétés chez vous. Donc, ce n'est pas parce qu'il est contraint par des obligations contractuelles, par des coûts d'entrée dissuasifs, c'est parce que vous l'intégrez à un programme de fidélité et qu'il a votre préférence. Stratégie de fidélité recherchée. Par exemple, par des ventes privées, des avantages de carte de fidélité. Voilà les deux grands types de stratégies de fidélisation à bien se rappeler. Stratégie de fidélisation induite, stratégie de fidélisation recherchée. Alors, comment je mets en œuvre ces stratégies? Ça s'appelle des programmes de fidélisation. Maintenant que vous savez pourquoi votre client est fidèle, vous avez bien recherché quels étaient les facteurs de fidélité de votre clientèle. Maintenant que vous avez fait le choix d'une stratégie de fidélisation, vous allez la mettre en œuvre dans des programmes de fidélisation. Donc, c'est l'ensemble des actions de fidélisation. Il y a une grande variété d'outils et de méthodes. Des outils comme la carte de fidélité, comme des récompenses avec des avantages, des privilèges. On va vous envoyer des magazines dédiés, des numéros verts, des SMS, et puis un certain nombre de méthodes. La méthode, c'est la mercatique directe, comme vous le savez, la mercatique directe qui a comme 3 grands critères rapidité, personnalisation et puis interactivité entre vous et votre consommateur, donc de façon directe. On va animer des communautés, vous allez appartenir à une communauté, il y aura des parrainages, des clubs, des forums. Eh bien, ces méthodes, ce sont des méthodes qui visent à une fidélisation. Donc, grande variété d'outils et de méthodes, certainement la mercatique directe qui est très utilisée.
Alors, quand on a mis en place ces programmes, comment on mesure la fidélisation, la valeur à vie du client? Il y a un certain nombre d'indicateurs, hein, comme toute mise en place de stratégie. Après, bien sûr, on l'évalue pour voir s'il faut corriger, faire des mesures correctrices. Eh bien, le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle le portefeuille client, hein, comme un portefeuille, hein, à l'intérieur, vous avez un certain nombre de clients. Et vous allez voir deux grands taux, vous allez calculer deux grands taux, le taux de rétention, qui est le nombre de clients que vous conservez sur une période donnée. Sur telle période, nous avons conservé, eh bien, nous avons conservé à 90 clients sur 100, taux de rétention. Et le taux d'attrition, cette fois c'est l'inverse, c'est le nombre de clients que vous avez perdus sur une période donnée. Donc on va regarder le nombre de clients qu'on avait au départ, nombre de clients qu'on a à l'arrivée, puis on va regarder combien on en a gagné, combien on en a conservé plutôt, et combien on en a perdu. Donc deux gros indicateurs qu'on voyait pas mal l'année dernière. La méthode d'EVA 80, très connue, hein, 20% de mes clients qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Donc on va voir qui sont, on va calculer les 80% du chiffre d'affaires, puis on va voir à quel pourcentage de clients ils correspondent. Ils vont correspondre à 20% de mes clients. Et on va les identifier pour avoir évidemment, ces clients sont extrêmement importants pour l'organisation, donc chercher à les fidéliser. Donc dans les indicateurs, il y a un indicateur qui est plus dynamique, hein, que le portefeuille client, qui est quand même une photographie à un instant T, hein, du nombre de clients que j'ai conservés, que j'ai perdus. On va parler de cycle de vie du client. On va regarder sur plusieurs années combien me rapporte un client, la valeur à vie du client. Alors la valeur à vie du client, on dit aussi lifetime value, vous savez qu'on adore les anglicismes, c'est la somme des bénéfices attendus sur la durée de vie d'un client. Donc un client, il va me coûter de l'argent pour le conquérir, pour le fidéliser. Il y a des coûts liés évidemment à mes produits. On va déduire ces coûts de tout ce que le client va me rapporter et on va déterminer sa valeur à vie. Alors l'objectif, c'est de calculer les revenus générés par un client sur toute sa durée de vie. Donc par exemple, on va le prendre de 1 à 5 ans et de les comparer aux dépenses qu'on a mobilisées pour le conquérir et le fidéliser. Et puis on va comparer ce chiffre en euros, hein, du revenu que génère un client fidélisé, un client qui ne l'est pas, qui ne rentrerait pas dans un programme de fidélité, puis on va essayer de voir si finalement mon programme est rentable ou pas. Alors, la valeur à vie client, c'est la somme des marges nettes cumulées à la fin de la période sur le nombre total de clients au début de la période. Donc, si en début de période, j'ai 100 clients et que j'ai une somme de marge nette, comme ici, on va vous montrer sur ce graphique, j'ai 100 clients en année 1, et puis en année 5, je regarde toutes mes marges nettes cumulées, 212 000 euros. La première année, j'ai dépensé 17 000 euros de recrutement. J'avais une marge commerciale de 63 000, donc si j'enlève les 17 000 euros de recrutement, je n'ai plus qu'une marge nette de 46 000 euros. Et je vais cumuler tous les ans les marges nettes de chaque année. J'obtiens 212 000 euros. Et bien, pour obtenir la valeur à vie client, je vais diviser ces 212 000 euros par les 100 clients et j'obtiendrai une valeur à vie client de 2 120 euros. C'est-à-dire en année 1, un client conquis et fidèle de l'année 1 me rapportera 2 120 euros à l'année 5. Alors, le taux de rétention, c'est le nombre de clients que je conserve sur une période donnée, sur le nombre total de clients en début de période, et le taux d'attrition, eh c'est le nombre de clients perdus sur une période donnée sur le nombre total de clients en début de période. Donc ça, c'est pour ces deux taux, hein. Donc nombre de clients conservés sur le nombre total de clients en début de période, là ce serait 100, le nombre de clients total en début de période. Et le taux d'attrition, c'est le nombre de clients perdus sur le nombre total en début de période. Alors ici, vous voyez, en année N, j'ai 500 clients, j'en ai perdu 10 et j'en ai récupéré 5. Donc 500 moins 10, 490 plus 5, 495. Je repars avec 495 clients en année N plus 1 et puis etc., etc. On va calculer le taux de rétention et le taux d'attrition. Alors le taux de rétention, on va faire 500 clients moins 10, le nombre de clients que j'ai perdus sur 500, le nombre de clients en démarrage, j'obtiens 98%. Je refais le même calcul pour l'année N plus 1 et l'année N plus 2, et je vois très bien que, en taux de rétention, nombre de clients que j'ai conservés dans l'organisation, eh bien l'année N plus 1 était la meilleure année, presque 99%, alors que l'année N était la moins bonne année.
Et puis le taux d'attrition, je vais regarder le nombre de clients que j'ai perdus. Ben, j'en ai perdu 10 en année N, j'en ai perdu 5 en année N plus 1 et 7 en année N plus 2. J'obtiens 2% de taux d'attrition pour l'année N, 1,01 l'année N plus 1, 1,41 l'année N plus 2. Là encore, l'année N est une mauvaise année, hein, c'est là où j'en ai perdu le plus. En revanche, l'année N plus 1, il y a dû avoir quelque chose parce que j'ai perdu peu de clients et j'en ai conservé plus. Voilà, des petits calculs très simples qui me permettent de mesurer la fidélisation. Alors la gestion de la relation client, qu'est-ce que c'est? On dit aussi CRM, Customer Relationship Management, hein, en anglais, gestion de la relation client. Cette gestion de la relation client, c'est au sein des organisations des salariés, des collaborateurs qui vont récolter, traiter, analyser toutes les informations relatives aux clients pour établir avec eux une relation personnalisée. Et donc, pour cela, vous le savez, on est dans la numérisation. Les organisations utilisent des bases de données dans lesquelles ils vont récolter un certain nombre d'informations, les traiter, les analyser. Alors, les moyens de collecte, de stockage, d'exploitation des informations, ça doit vous dire quelque chose, ça s'appelle un système d'information mercatique. Donc, toutes ces informations, on va les mettre dans un progiciel de gestion, on va appeler ça le système d'information mercatique, dans lequel on va collecter des données primaires, c'est-à-dire au contact du client, quand je passe en caisse, je sais quand est-ce qu'il est passé, à quelle heure il est passé ce client, quel était son panier moyen, combien il a acheté de produits, et puis s'il est fidélisé, je pourrais obtenir d'autres types d'informations. Donc, on pourra aussi collecter des informations grâce à des jeux concours, grâce aux réseaux sociaux. Donc, on va utiliser tous les outils de mercatique pour collecter des données primaires. Et les données secondaires, c'est un certain nombre d'achats que nous ferons auprès d'entreprises spécialisées qui vont faire des enquêtes, des études, des sondages, des panels, par exemple le client mystère, pour déterminer la qualité de satisfaction de son passage en caisse, etc. Donc ça, données primaires, données secondaires, système d'information mercatique, hein, c'est des notions de première en management. Donc on stocke dans ce système d'information mercatique, on appelle ça du data warehouse, hein, donc un entrepôt, on fait du data mining, ensuite on va forer, on va perforer, on va aller chercher les informations pour les analyser. On va les exploiter ensuite. Grâce à la gestion du portefeuille client, on saura quelle est la fréquence d'achat, quel est le montant des achats, quelle est la régularité des achats et la dernière date d'achat. On a des taux comme ça, RFM, qui nous permettent vraiment de nous concentrer sur les clients les plus importants avec des suivis personnalisés grâce à la mercatique directe. On va contrôler aussi l'efficacité des opérations commerciales. Donc vous voyez, la gestion de la relation client part de la collecte d'informations à l'analyse, à l'exploitation, à la mise en œuvre, jusqu'à c'est l'ensemble de la démarche de fidélisation qui est gérée dans la GRC. Donc voilà pour ce chapitre et cette grande question sur la fidélisation très importante. Vous pouvez maintenant aller dans le cours pour faire des exercices d'application et des questionnaires en ligne.